qu'on n'a pas de problème de son. On va démarrer donc ce nouveau webinaire. On est enchanté de vous avoir parmi nous. Nouveau webinaire sur le thème de pourquoi mon planning dérape. Donc un titre volontairement fort parce que c'est un sujet que on rencontre tous à un moment donné. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter. Je vais te laisser, Nathalie, te présenter. Merci. Alors, donc, quelques mots sur SAP Concur. Donc, c'est une filiale du groupe SAP qui propose des solutions de gestion des dépenses et de réservation de voyage en ligne. Si au quotidien, votre entreprise vous demande de saisir vos notes de frais ou vos réservations de voyage dans un logiciel, c'est que probablement votre entreprise utilise SAP Concur ou un logiciel comparable. Pour ma part, je travaille au sein du pôle implémentation chez SAP Concur et je suis responsable de consultants fonctionnels. Certains sont spécialisés sur le module de voyage et d'autres sur tout ce qui a trait à la gestion des dépenses. Anthony. Merci Nathalie. Anthony Poirier, donc je travaille au sein de Axis Odyssey, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des déplacements professionnels, depuis la demande de déplacement jusqu'à le remboursement, la note de frais, donc ce qu'on appelle en anglais Travel and Expense. Pour faire un petit plan sur l'agenda, on va d'abord faire un très rapide constat. Ensuite, on vous fera, on a fait une sélection assez difficile des 10 erreurs à ne pas commettre et surtout, on vous donnera les clés pour essayer de les éviter. On fera ensuite, on vous laissera la parole pour les différentes questions que vous pouvez avoir, soit durant la session. Donc, n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions, soit ce qu'on a pu aussi avoir sur les réseaux sociaux par rapport à l'organisation de cet événement. On avait demandé effectivement à nos clients, à nos partenaires de poser les questions sur ces erreurs qu'ils peuvent rencontrer, qui font glisser les plannings des projets. Le constat, il est simple, c'est que quand on regarde autour de nous et surtout quand on regarde les chiffres, on a 14% des projets IT qui terminent dans les délais et dans le budget prévu initialement. Donc la réciproque, c'est qu'il y a 86% des projets qui sont hors délai, hors budget. C'est énorme. Et on se dit qu'avec la petite expérience qu'on a, on peut vous donner quelques clés pour essayer d'éviter de déraper, que ce soit sur la partie planning et in fine sur la partie budget. 3 thèmes, les erreurs sur la préparation du projet, les erreurs sur l'équipe projet et les erreurs qui sont vraiment inhérentes à la calibration du planning. On va commencer tout de suite sur 3 erreurs qui sont liées à la préparation du projet. Je te laisse la main pour la première erreur qu'on a identifiée. Merci. Alors effectivement, parmi les erreurs les plus courantes, une qu'on a retenue particulièrement, c'est de ne pas avoir défini une vision globale de l'écosystème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les questions sous-jacentes? Eh bien, tout simplement, derrière ça, c'est est-ce que j'ai mon outil Concur qui va être intégré à un système dans mon entreprise? Est-ce que ça va être intégré à un système comptable ou à votre système RH? Donc ça, c'est des questions derrière qui vont vous permettre de définir ensuite quels sont les départements qui vont être impliqués, tout simplement, que ça soit la finance, l'ASI ou encore les achats, etc. Et donc de définir les parties prenantes et s'assurer qu'elles sont impliquées à temps dans le projet. Tout à fait. De manière beaucoup plus globale, il faut cadrer son projet. C'est-à-dire qu'avant même, je dirais même avant même la sélection de l'éditeur, de l'agence, des prestataires, des fournisseurs, il faut cadrer, se poser les questions sur quel est le périmètre, quels sont les objectifs, quels sont finalement les enjeux du projet. Cadrer son projet, c'est extrêmement important parce que ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions pour ensuite apporter les bonnes réponses, ou en tout cas, vous êtes déjà questionné sur le sujet avant de lancer le projet. Effectivement, et d'ailleurs, parmi les objectifs, on peut se poser la question de l'existant et de savoir, voilà, est-ce que mon entreprise a déjà un outil aujourd'hui? Si oui, quel est l'objectif derrière? Est-ce que du coup, je veux optimiser le process en place afin d'en retirer des économies? Ou à l'inverse, est-ce que mon entreprise n'a rien mis en place jusqu'à présent et du coup, l'objectif serait déjà, dans un premier temps, d'automatiser les process? Oui, cette deuxième erreur est extrêmement
importantes à ne pas faire, justement. Il faut surtout se poser les bonnes questions et cadrer avant. Pourquoi? Parce que sinon, ces questions-là, vous allez vous les poser après. Et après, forcément, le temps de prendre les bonnes décisions, d'apporter les bonnes réponses à ces questions-là, et ben, le planning initial que vous allez avoir prévu va naturellement se décaler dans le temps. Et donc, vous allez avoir un planning qui glisse. Effectivement. Et du coup, alors, parmi le troisième point qu'on avait identifié sur la préparation du projet, c'est oublier de prévenir, d'impliquer les autres prestataires. De qui on parle? Ça peut être déjà dans un premier temps vos fournisseurs de moyens de paiement, parce qu'effectivement, si la banque n'est pas à minima impliquée pour ce projet-là, vous pouvez vous retrouver en plein déroulement de projet, ne pas avoir, par exemple, de carte corporate pour vos collaborateurs ou même de carte logée, voilà, si c'est le moyen de paiement que vous avez choisi de mettre en place. Donc ça, c'est un point très important. Parmi les autres prestataires, on va avoir l'agence de voyage. Alors, un point important, c'est pas parce que vous avez une agence de voyage aujourd'hui que le projet va pouvoir démarrer comme ça. Les agences ont, elles aussi, une équipe projet à mettre en place, des process spécifiques à mettre en place pour le déploiement d'un outil de réservation de voyage en ligne. Donc, par conséquent, il y a un contrat qui doit être signé avec votre agence pour le déroulement de ce projet. Donc, ça paraît peut-être un petit peu bateau, mais néanmoins, c'est quand même un point très important et qui n'est pas si évident que ça, finalement, puisqu'on se retrouve souvent en phase de démarrage à devoir arrêter le projet parce que il manque un partenaire. Pour vous donner 2 éléments très concrets sur les délais que ça peut engendrer, la mise en place d'une nouvelle agence que vous avez sélectionnée, en général, c'est 8 à 12 semaines. Donc, à partir du moment où vous avez un chef de projet qui est désigné chez eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'anticiper, qu'il faut leur donner les éléments de planning et valider avec eux. Sur les moyens de paiement est également très important. On a en général des phases qu'on appelle de credit check, c'est-à-dire de vérification de la solvabilité de l'entreprise, même si vous êtes un grand groupe. Et ces délais-là, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est des éléments qui directement impactent votre projet sur lequel il faut anticiper. Du coup, si on veut résumer un petit peu sur ce qui en ressort sur la préparation du projet, si on veut retenir 3 mots-clés, ça va être l'anticipation, le cadrage et la coordination. Voilà. Et avec ces éléments-là, vous pouvez au maximum sécuriser déjà votre planning. On va passer à la deuxième typologie d'erreurs qui sont sur l'équipe projet. Donc, c'est, je veux presque dire c'est bateau, mais en fait, c'est tellement fondamental que c'est important d'en prendre conscience. Il y a 3 erreurs qui sont faites régulièrement. La 4e dans notre top 10, c'est d'avoir un sponsor qui est absent, peu impliqué, ou alors pas du tout désigné. Pourquoi c'est important d'avoir un sponsor? Et si possible, un sponsor le plus haut placé. Quand je dis le plus haut placé, c'est direction achat, direction financière, direction RH, voire DG, quelqu'un qui a un pouvoir de décision, en tout cas sur le sujet que traite votre projet TNI. Pourquoi ça impacte directement le projet? Pour une raison bien simple, c'est que vous allez avoir des arbitrages à faire, des décisions à prendre, et que si jamais vous n'avez pas désigné cette personne-là, ou si elle n'est pas impliquée, et ben vous allez perdre tout le temps de l'arbitrage et de la décision avant de pouvoir passer à l'étape d'après. Et donc, tant que la décision n'est pas prise, et ben vous prenez autant de délais sur votre planning. Donc, le sponsor, un sponsor haut placé, impliqué, désigné, ça ne veut pas dire qu'il doit être à mi-temps sur le projet, c'est pas du tout ça, mais au moins disponible sur un comité mensuel pour qu'on lui adresse les points qui sont à traiter et qui puisse avoir toute l'attitude pour décider sur ces points. Effectivement, c'est un point très important. Et d'ailleurs, généralement, comme pendant le déroulement du projet, il y a vraiment, tout va aussi découler de la capacité à prendre la décision, comme tu disais, la rapidité de prise de décision. En général, on conseille à minima des comités de pilotage interne côté client en milieu de phase pour faire un point de contrôle et en fin de phase, pour valider le passage à la phase suivante et sécuriser les étapes. Un autre point essentiel, c'est si on n'a aucun membre de l'équipe projet qui n'a une connaissance métier. Le domaine du travel and expense est très lié. Néanmoins, c'est effectivement 2 domaines très différents, avec des prestataires également et un écosystème un petit peu différent. Donc ça, c'est important.
Si on prend notamment la partie voyage, l'industrie du voyage est relativement complexe. De fait, derrière, on a beau avoir des éditeurs de logiciels qui consolident l'offre, néanmoins, il y a des systèmes de réservation qui sont relativement hétérogènes derrière et ce qui rend complexe la chose. Donc, avoir une personne au sein des équipes qui va connaître ces process-là, et le pendant également sur la partie comptable, va vous permettre de bien définir quels sont les process impactés dans l'entreprise et s'assurer que derrière, vous aurez les bonnes équipes disponibles à nouveau et que les décisions vont pouvoir être prises en conséquence pour faire des choix sur la configuration de votre outil. Si vous n'avez pas ces compétences au sein de votre équipe projet, vous allez forcément perdre du temps, faire les mauvaises décisions, essuyer un certain nombre de plâtres, ne pas vous rendre compte à quel point le sujet est complexe. Donc, c'est véritablement important. Vous avez toujours la possibilité de prendre une expertise qui est externe, qui va vous accompagner sur le projet. Je parle en connaissance de cause, mais c'est vraiment important d'avoir cette expertise dans votre équipe projet, qui soit disponible, qui puisse apporter toute sa connaissance pour faire les bons choix par rapport à votre contexte projet. Ça nous emmène à l'erreur numéro 6, qui est d'avoir une équipe projet peu ou pas formalisée, et du coup de ne pas se mettre dans un état d'esprit projet. L'équipe projet, qu'est-ce qu'on entend par équipe projet? Équipe projet, c'est un chef de projet, voire un chef de projet fonctionnel et un chef de projet IT, qui vont piloter chacun leur domaine d'activité, des référents métiers, donc finance, achat, RH, sécurité, des personnes qui vont être impliquées sur un certain nombre d'ateliers pour apporter la connaissance qu'ils ont du domaine dans leur entreprise, un sponsor, on en a parlé, et puis si on va plus largement sur l'équipe projet, également avoir des key users, des personnes qui sont ambassadeurs, qui vont être là pour vous donner une vision terrain de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui doit se passer demain sur le sujet Travel and Expense. Ça, la partie équipe projet, c'est quelque chose qui très souvent est défaillant. En tout cas, nous, quand on intervient sur un projet, on se rend compte qu'une des principales, qu'on intervient un petit peu en mode pompier, une des principales erreurs, c'est que soit l'équipe projet n'est pas formalisée, soit elle est formalisée par le chef de projet, mais elle n'est pas partagée, et donc les référents, par exemple, ne sont pas au courant qu'ils sont référents et de leur rôle sur le projet. Et il y a un risque à ça, en l'occurrence, c'est que il y a la question du temps qui va être alloué à ce projet par l'équipe projet également. Donc, on parlait de vision globale tout à l'heure et de bien comprendre quels sont les départements impactés, les parties prenantes. Et effectivement, l'équipe projet ne va pas nécessairement être dédiée au projet de déploiement Travel and Expense. Donc, bien comprendre le pourcentage qui sera alloué pour ensuite définir un planning de conséquence. Alors, il peut y avoir une question, je vais essayer d'anticiper la réponse, de nous demander quel est le bon workload, la bonne charge dédiée sur chaque personne de l'équipe projet. C'est une question qui est difficile et sur laquelle on ne peut pas répondre ici en science parce que ça va dépendre de l'envergure du projet, que ce soit en termes de périmètre fonctionnel ou en termes de volume, de la complexité. Mais c'est un chef de projet, il doit être minimum disponible un tiers-temps, un mi-temps, pour pouvoir vraiment driver le projet et être sûr que le planning ne sera pas en anomalie à la fin du projet. Donc, on en revient aussi à un point essentiel du premier groupe d'erreurs qui est le cadrage. Avant le lancement officiel du projet, il faut absolument que vous ayez défini un certain nombre d'éléments clés. Qui est sponsor, quelles sont les équipes impliquées, quel est le rôle de chacun. Si vous pouvez faire un RACI, c'est extrêmement utile et nécessaire. Faire le RACI, encore une fois, le partager, ne pas le garder de votre côté. Il faut absolument que les personnes soient impliquées, soient au courant du rôle qu'elles vont avoir sur le projet. En conclusion, en vrai, véritablement, si vous prenez ce temps-là en amont, avant de lancer le projet, vous allez gagner 2 ou 3 fois plus de temps par la suite. Donc, c'est vraiment un investissement de temps.
Vous prenez le temps de bien cadrer votre projet, vous prenez le temps de bien formaliser votre équipe projet, et vous allez gagner beaucoup de temps sur votre planning par la suite. Merci Anthony. Peut-être 3 mots-clés. Oui. Sponsorship, expertise et formalisation de l'équipe projet. Voilà, 3 mots-clés qu'on pourrait dire sur ce groupe d'erreurs. Troisième groupe d'erreurs qui concerne la calibration même du planning. Donc la première erreur, c'est de se dire on va faire un planning mais très macro parce que finalement on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc on va juste définir les phases. En général, une phase, c'est les phases principales. On va avoir tout ce qui est cadrage. Après, c'est localisation, spécification. Je crois que chez Concur, c'est encore un autre terme, c'est analyse. Ensuite, vous avez tout ce qui est réalisation, recette et lancement. Donc, toutes ces phases-là, ça ne suffit pas. Il faut rentrer un petit peu plus en détail. Il faut avoir un planning qui soit un petit peu plus précis pour être sûr d'avoir les bons jalons, d'avoir le bon timing sur chacune des phases dès le début du planning. Alors, il ne faut pas être à la tâche, mais il faut être assez précis pour être sûr qu'on n'a rien oublié et que l'estimation du temps de chacune des phases est réaliste avec le contexte du projet. Encore une fois, il n'y a pas de planning standard, il n'y a pas de projet standard. On est sur des projets qui sont très spécifiques, très, j'ai envie de dire, personnalisés et qui doivent être en cohérence avec le contexte de chacune des entreprises. Et donc, il faut le construire en ayant toujours ça en tête. Effectivement, et de ça en découle aussi la 8e erreur qu'on a identifiée, donc la 2e sous cette thématique-là, le fait que souvent la charge et la durée est sous-estimée. Alors, pourquoi on en est venu à ce constat-là et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on peut mieux estimer la charge dans le contexte d'un projet TNI. Donc, par rapport aux phases effectivement que tu viens de citer, Anthony, il y a la phase d'analyse qui est très importante puisque c'est le moment où on va définir le besoin client, le moment aussi où du coup côté client vous allez devoir coordonner avec l'ensemble de vos prestataires la récolte des données qui seront ensuite nécessaires au paramétrage de l'outil et surtout une prise de décision pendant cette phase-là sur le paramétrage qui sera fait sur la solution. Là où on peut vite sous-estimer ça, c'est d'abord la coordination nécessaire et qui est d'autant plus complexe si en plus vous êtes sur un déploiement multi-pays, puisque du coup vous avez aussi les parties prenantes en local qui doivent être impliquées. Donc il ne faut pas négliger cette partie-là. Ne pas négliger non plus le temps des discussions que vous pouvez avoir avec vos prestataires autres qui du coup vont prendre aussi un petit peu de temps et les délais peuvent être parfois conséquents, le temps aussi pour vous d'avoir cette information. Et pour rebondir sur ce que tu dis, sur cette phase dite d'analyse ou de spécification, il y a 2 éléments qu'on a évoqués auparavant qui sont importants et qui vont complètement orienter la durée que va prendre cette phase-là. C'est est-ce que vous avez cadré votre projet avant? Est-ce que vous êtes déjà posé les questions? Si oui, et si vous êtes posé les bonnes questions, la phase d'analyse va être relativement rapide parce que finalement, les questions qui vont être posées ont déjà été posées en amont et les sujets ont déjà été arbitrés, ce qui m'amène au 2e point qui est extrêmement important, qui est le sponsorship, puisque si vous n'avez pas cadré en amont, et même si vous avez cadré et qu'il vous reste quelques questions, et que c'est des questions qui sont impactantes, structurantes, si vous avez un sponsor qui a été défini, cette phase-là sera réalisée beaucoup plus rapidement. Effectivement. Et dans ces... Alors peut-être que tu voulais je t'en prie, vas-y. enchaîner sur les autres phases qui peuvent prendre du temps, mais très souvent, alors, une phase qu'on oublie, qui est la phase de réalisation, parce qu'on a l'impression que la réalisation est côté éditeur. Il ne faut pas oublier que sur la phase de réalisation, c'est souvent là où on prend plus de retard, et pas à cause de l'éditeur, mais parce qu'il y a aussi la réalisation de tout ce qui est interfaçage, tout ce qui est flux. Et ça, très souvent, en fait, on sous-estime et on oublie d'impliquer les équipes IT sur leur disponibilité. Pour peu que ce soit des équipes qui soient externalisées, avec des connaissances qui soient en dehors de l'entreprise, où il faut un bon de commande ou la disponibilité d'équipe, etc., etc.
Et ben là, on peut prendre énormément de retard. Donc, en fait, la plateforme est prête, elle est configurée, mais il n'y a pas de flux, ni entrant, ni sortant. Et donc, on ne peut pas faire la troisième phase, j'ai peut-être dit celle-là, qui est sur la recette. C'est bien. Qui est sur la recette, où aussi on peut perdre pas mal de temps. Non, mais tu as raison. Et effectivement, sur la phase de configuration, il y a la préparation de la recette aussi qui est importante et l'implication également des utilisateurs clés pendant cette phase. Donc, finalement, la charge n'est pas uniquement côté prestataire, mais aussi côté client. Et par expérience, on peut se retrouver en train de dérouler un projet en pleine phase de configuration, finalement. Et effectivement, la partie interface, on se rend compte qu'il y a des devs à faire, peut-être plus complexes que ce qui était prévu, d'où l'importance d'impliquer les bonnes. Alors, on en revient à la vision globale et bien identifier les parties prenantes en interne également. Et sur la phase de recette, pourquoi souvent on sous-estime D'abord, tout va dépendre du périmètre, bien sûr, de votre projet, mais si vous êtes sur un déploiement Travel and Expense, on va avoir des tests end-to-end. Donc, ne serait-ce que déjà cette partie-là, si vous voulez faire un test de la réservation de votre voyage à son émission, à la facturation, à la réintégration dans le système comptable, etc., ça prend du temps. Combien de temps, Anthony? À peu près une semaine, c'est ça? Alors, une semaine, c'est si ça marche bien, en fait. Quand vous allez faire vos tests, vous allez faire votre réservation. Alors, on peut même remonter avant, c'est que vous allez créer un profil dans vos systèmes RH. Vous allez vérifier qu'il arrive bien dans le système. Donc, si vous n'êtes pas en API, en web service, ça veut dire qu'il y a un batch qui tourne la nuit. Donc, il faudra attendre une journée pour bien se rendre compte que l'utilisateur est bien créé, par exemple, dans Concur. Ensuite, vous allez faire votre réservation. Pareil, vous allez attendre un petit peu pour être sûr que le billet a été mis et est bien reçu par l'agence. Ensuite, vous allez avoir la facturation. Donc, c'est pareil, ça va prendre 1 ou 2 jours. Ensuite, vous allez attendre le relevé de la carte logée. Si vous avez un paiement carte logée et que vous faites de la réintégration de facturation et de la réconciliation facture. Et donc là, vous pouvez avoir des relevés qui sont hebdomadaires. Et donc, vous allez attendre le mercredi suivant. C'est-à-dire que c'est même pas 2-3 jours ou une semaine, c'est la date de relevé suivante, donc mercredi. Et donc, ça, si ça marche, vous avez déjà pris une semaine, et c'est si ça marche. Donc, si ça ne marche pas, vous êtes reparti pour un tour, et vous êtes parti sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une recette d'intégration, si on veut bien la sécuriser sur un planning, c'est 3 à 4 semaines. Voilà. Ça peut marcher plus vite, mais au moins, on a sécurisé le planning avec 3 à 4 semaines. Et on a un peu de buffer s'il y a des soucis sur la première phase de recette. Donc, Tout à fait. Encore une fois, ça dépend du périmètre. Ça dépend si on fait du paiement carte logée, ça dépend si on fait de la réconciliation facture, ça dépend de tout ça. Mais c'est un exemple très concret du délai qui est souvent sous-estimé parce que très souvent, les recettes, on estime, surtout la recette d'intégration. Moi, j'arrive sur des projets où on me dit la recette, c'est 1 semaine, 2 semaines. C'est prendre des risques. C'est prendre des risques parce qu'on sait bien, même si tout le monde travaille très bien en amont, c'est pas la garantie que tout fonctionne bien par la suite. L'informatique je sais même pas si l'informatique est une science, mais parfois elle est un peu capricieuse. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment les éléments qu'on voulait mettre en avant, en tout cas pour éviter de tomber dans la sous-estimation du temps que prend chaque phase et voilà, particulièrement celle qu'on... Voilà. Et pas juste analyse test, mais vraiment tout le déroulement. Tu voulais dire un petit mot sur le planning, je crois. Sur la 9e erreur qu'on a identifiée, l'avant-dernière de notre classement, sachant que quand on a petite anecdote quand même, quand on a commencé à préparer ces webinars, on s'est dit on va essayer de faire un top 5, un top 10 et en fait on a trouvé... On va pas vous dire. Voilà, on ne dira pas combien. Donc ça a été facile de trouver le top 10. Voilà, la 9e, c'est une erreur qu'on voit très très souvent où nous on arrive sur des projets et le client nous dit alors voilà, le projet va durer 2 mois, 3 mois ou 1 mois. J'ai même vu 1 mois. Ah d'accord, donc vous pensez qu'en 1 mois le projet sera terminé? Oui, c'est ce que m'a dit l'éditeur. C'est vrai, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que l'éditeur il va vous dire quelle est sa capacité à faire. Lui, à partir du moment où il a les informations, il lui faut 1 mois, 4 semaines, en fonction de la complexité, ça peut être un peu plus, mais en général, c'est ça, pour
paramétrer et mettre à disposition la plateforme. Mais comme on l'a vu auparavant, il y a plein d'autres phases en amont, il y a plein d'autres phases en aval. Et donc, on se retrouve avec une capacité à faire de l'éditeur qui est à 1, 2, 3 mois, mais le projet qui est beaucoup plus long que ça parce que ça pose beaucoup plus de questions que juste la partie IT. Encore une fois, un projet, c'est pas juste mettre à disposition un outil, c'est faire en sorte de changer les process et faire en sorte d'avoir quelque chose qui fonctionne mieux et sur lequel tout le monde est gagnant. Et donc, l'erreur numéro 9, c'est de considérer que le planning doit être construit uniquement sur la capacité à faire de l'éditeur. C'est une erreur qu'on voit souvent et sur laquelle il ne faut absolument pas tomber parce que c'est pas le cas. Il y a plein de choses à faire. Et ça ne veut pas dire que l'éditeur vous ment, c'est juste que lui, il vous répond à une question. Quelle est sa capacité à faire? Lui, il peut vous mettre à disposition la plateforme en un mois. Voilà. Effectivement, ouais. Et c'est souvent des sujets sur lesquels les éditeurs vont être challengés finalement et auxquels ils peuvent répondre très bien. Mais c'est vrai que si on base un planning sur l'expérience, on sécurisera toujours les choses parce qu'on sait que c'est important d'avoir un peu de buffer et que souvent aussi, c'est cette partie préparation-analyse qui est sous-estimée. Justement, on en parlait tout à l'heure. Et qui vient en général impacter aussi le planning projet. Un dernier sujet peut-être? Oui, la dernière, je pense qu'il y a une des plus importantes et très sous-estimée. Très sous-estimée aussi, la conduite du changement. Pourquoi elle est importante? Parce que c'est la manière dont va être reçue la solution déployée par les collaborateurs. Donc elle ne doit pas être négligée. On peut se retrouver, c'est déjà arrivé, à la veille de Go Live, à se dire « Oups, j'ai oublié la communication ». Forcément, parce qu'on n'avait pas forcément besoin de ça pour le déroulement du projet. Néanmoins, arrivé au moment du Go Live, c'est un point qui se retrouve impactant. On peut avoir du coup les formations utilisateurs à faire, les plans de communication à faire également. Tout ça, ça prend du temps. Et du coup, c'est plus par rapport à comment ça va être perçu et l'organisation interne côté client, finalement, malheureusement, qui va pêcher ici, plus que sur un vrai décalage derrière de planning. Et donc, à ne pas négliger aussi. Ouais, je rajouterais un point important sur la conduite du changement. On se focalise très souvent, on simplifie souvent la conduite du changement à la formation des utilisateurs ou à la communication au moment du Go Live. Conduite du changement, c'est beaucoup plus large que ça. Nous, en général, on fait une communication du changement, une conduite du changement à plusieurs niveaux. Il y a une conduite du changement au niveau projet, sponsor, key user, qui doit être faite quasiment dès le début du projet, où on doit expliquer, communiquer, dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, dire quelles sont les échéances. Alors, on n'a pas forcément la date de Go Live au début, mais on peut donner une fourchette. Et si vous avez suivi nos recommandations, normalement, vous devriez être pas trop loin, sauf cataclysme, sauf Covid, par exemple. Ça peut arriver. Vous avez toute cette phase-là, vous avez toute la phase de communication pendant le projet, la phase de communication sur les dates de formation, et vous avez tout ce qui est communication post-projet, c'est-à-dire qu'il faut communiquer sur le succès du projet après le déploiement, dire que voilà, vous avez réussi un certain nombre de jalons de succès. Donc la conduite du changement, elle est beaucoup plus large, elle commence dès le début du projet avec un certain nombre de cibles et elle va au-delà de la date de Go Live pour communiquer sur les succès. Ça, très souvent, alors communiquer sur les succès, ça ne va pas impliquer votre planning, mais ça va avoir un impact sur la visibilité et sur la satisfaction globale. Mais tout ce qui est en amont, comme tu le disais très bien, ça peut tout à fait décaler le planning parce qu'on se rend compte que les gens ne sont pas au courant, les collaborateurs ne sont pas prêts et que si on ne veut pas avoir de la charge de support, parce que c'est ça en fait le sujet, si on ne veut pas avoir de la charge de support et quelque chose qui explose au moment du Go Live, on est obligé de décaler la date du planning et ça c'est effectivement une erreur qu'il faut essayer d'éviter de commettre. Effectivement, et tu parlais d'utilisateurs clés, et c'est la clé, entre autres, parce que ils vont aussi pouvoir, s'ils sont impliqués pendant le projet, ils vont pouvoir se familiariser avec la solution et vous pourrez vous appuyer sur leur expertise pour cette conduite du changement qui sera facilitée du coup par leur intervention. Donc, oui, parce que je rebondis, mais effectivement, la vraie problématique, c'est les freins au changement. Et très souvent, les freins au changement, ils viennent de ce qu'on va appeler les ambassadeurs ou les key users. Et donc, si vous les embarquez dès le début sur le projet, ils sont acteurs.
Et quand ils sont acteurs, eh ben, ils vont devenir justement des prescripteurs, c'est-à-dire des personnes qui vont pousser votre projet et qui vont porter la bonne parole et qui vont atténuer parfois quelques problèmes. Et il vaut mieux les avoir avec vous que les avoir contre vous, parce que si vous les avez contre vous, à un moment donné, de toute façon, il faudra les faire changer d'avis, il faudra les embarquer. Et ça peut vous prendre beaucoup de temps. Et ça peut vous amener à décaler le go-live pour être sûr de les embarquer. Oui, tout à fait. Du coup, si on retient 3 mots-clés sur cette partie calibration du planning, précision. Ouais, précision sur le planning. Implication des équipes. Et accompagnement. Ouais. Élément très important vraiment sur la partie accompagnement, implication. Faites en sorte que toutes vos équipes, très largement, soient impliquées sur le projet. C'est vraiment la clé du succès et la clé de la tenue du planning. Voilà, élément très important. On a fini sur les 10 erreurs, le top 10 des erreurs qu'on avait identifiées. Comme il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on enchaîne sur les questions que nous, on a reçues sur LinkedIn. Je regarde si on a des questions. A priori, pas de questions pour le moment, donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Il est encore temps. En attendant, peut-être le temps que chacun pose ses questions dans le chat, on peut partager ce qu'on a reçu en amont. Tout à fait. J'essaie de reprendre la main là-dessus. Bam. Excusez-moi. Hop. Donc voilà, trois points qu'on a reçus et qui effectivement faisaient écho, en tout cas sur des choses qu'on avait pu voir. Alors, on a je crois. Ouais, alors il y a quelqu'un qui nous a dit, alors je vais les prendre, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Quelqu'un qui nous a dit, sur notre projet, nous avions omis de formaliser un suivi des risques projets. Résultat, une fois la tête dans le guidon, nous avons perdu de vue la nécessité de mettre en place un plan de contingence. Notre projet a pris 5 mois de retard. Oui, typiquement le genre d'erreur qu'on peut rencontrer, même si ça fait mal. Dans une des bonnes pratiques qu'il faut avoir sur une conduite de projet, c'est à chaque comité de pilotage, vous faites une petite matrice de risques avec les risques que vous avez identifiés. Alors, les risques, ça peut être l'équipe de testeurs n'est pas disponible ou à risque de disponibilité. Il y a un arbitrage qui est en cours de décision et on n'a pas de visibilité sur la décision. On a une personne qui n'est pas disponible. Voilà. Vous listez tous ces risques-là. Ça me fait penser d'ailleurs parmi les risques, typiquement personne non disponible. Pour peu qu'il y ait des clôtures comptables qui tombent en plein, et en général, c'est le cas, il y en a forcément une, en plein planning, ou que même votre entreprise déploie un ERP en même temps, là, ça va devenir des sujets hyper impactants. Mais c'est dans la construction du planning, c'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'il ne doit pas être trop macro, il faut prendre en considération, effectivement, et impliquer les personnes pour être sûr qu'il n'y a pas une clôture de comptable ou qu'on ne demande pas aux responsables, aux référents comptables d'être disponibles à un atelier en décembre. Donc, tous ces éléments-là, effectivement, il faut arriver à les récupérer. Pour revenir sur la gestion de risque, vous faites quelque chose de très simple. À chaque copile, vous avez un slide ou un tableau Excel, ce que vous voulez. Vous mettez le risque, vous mettez le risque de survenance, c'est-à-dire quelle est la probabilité qui survient, l'impact, le type d'impact, est-ce que c'est délai, coût, équipe, qualité. Et puis vous faites un plan de contingence, c'est-à-dire quelle solution je peux mettre en œuvre, quel est mon plan B pour essayer d'éviter ce risque-là ou de l'atténuer. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent de faire et on s'en rend compte trop tard. On a oublié un risque et voilà. Donc les tracer, faire en sorte qu'à chaque comité de pilotage, vous puissiez revenir dessus pour voir si ce risque est atténué, toujours présent ou même amplifié. Je crois qu'il y avait j'ai vu un retour sur le dernier là en bas, j'ai cru que c'était sur la conduite du changement. Nous n'avons pas communiqué. L'ambassadeur, justement. Ouais. Nous n'avons pas communiqué assez tôt et assez largement sur le projet. Résultat, des bruits de couloir se sont répandus avec de fausses informations. Il a fallu déminer le sujet avec les représentants du personnel avant de pouvoir avancer.
Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait, et effectivement, pas de plan de communication, il y a un risque que la communication se fasse toute seule. et alors là, en plus, voilà, le client nous parle également de déminage, donc ça prend aussi du temps, de l'énergie, donc c'est voire plus même de déminer que d'anticiper. Donc vraiment un point, ça vient appuyer ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, j'ai un exemple très concret là-dessus, où on avait tardé à communiquer largement auprès des utilisateurs. Et donc, il y avait une problématique d'un projet, il y avait la mise en place de cartes corporate. Ah oui. Et ben, on était à 2 doigts de se prendre un tract d'un syndicat qui aurait, donc on était sur une société industrielle, mais qui aurait complètement bousillé notre projet. Tout ça parce qu'on n'avait pas anticipé qu'il y avait eu des bruits de couloir. On n'avait pas communiqué très clairement sur ce qu'on allait faire. Et alors qu'on était en train de mettre en place un avantage pour le collaborateur, c'est-à-dire qu'il allait avoir une carte corporate qui lui permettait de ne plus avoir avancé les frais, on a eu des représentants du personnel qui ont cru qu'on allait les obliger à prendre un moyen de paiement et à avoir un débit directement sur leur compte. Alors qu'en fait, oui, mais on leur donnait 2 mois, 45 jours de trésorerie. Donc, on a pu attendre. Le tract était déjà imprimé, il n'était pas encore distribué. Il devait être distribué le lendemain matin à 17h30, 18h. On a réussi à avoir le représentant du personnel pour avoir une discussion avec la travel manager et lui expliquer les tenants, les aboutissants. Et il a accepté de ne pas, après avoir eu ses réponses, il a accepté de ne pas distribuer le tract. Mais on était, voilà. Et tout ça parce que, erreur qu'on avait faite, on n'a pas communiqué assez tôt sur ce qu'on voulait mettre en place. Donc, à partir de ce moment-là, on a mis en place des newsletters mensuels sur le projet à destination de toute la population, tous les collaborateurs, pour leur expliquer ce qu'on allait mettre en place, quels étaient les nouveaux avantages, quel était le planning aussi. Et voilà. Donc, on a réussi en fait à transformer cette erreur en opportunité, mais c'est une bonne pratique à avoir. Le dernier point qu'on a eu, notre projet a mis du temps à démarrer pour un sujet basique. L'outil de gestion de projet mis en place n'était pas accessible par tout le monde. Certains partenaires ne voyaient pas les actions qui leur étaient affectées. Ouais. Et voilà, problème technique basique. Mais du coup, toute la partie. Alors, on parlait de communication externe auprès des collaborateurs. Là, on touche plutôt à un point de communication interne à l'équipe projet, client, partenaire, éditeur, etc., qui est également important, puisque s'il y a une partie des personnes qui ne peut pas voir ce qui se passe, quelles sont les actions qui sont chez elles, pour quand ça doit être reçu ou une décision doit être prise, ça devient très, très compliqué. Donc, c'est également un sujet… Nous, à chaque démarrage du projet, c'est un sujet qu'on met sur la table. Quel outil de gestion de projet on utilise? Alors, vous avez des sociétés qui sont extrêmement sécurisées et pour lesquelles il faut absolument que ce soit un outil qui fasse partie de leur écosystème. Vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus flexibles. Vous en avez qui ne sont pas équipés. En fait, j'ai envie de dire, peu importe l'outil, même si c'est un fichier Excel, il faut avoir quelque chose qui vous permette, de centraliser et d'avoir une liste de toutes les actions, tous les risques, ça peut être dans le même document, le rôle, etc., et qui puisse être partagé régulièrement et accessible par tout le monde. Partagé de manière sécurisée aussi, je pense que c'est clé. Ouais. Et peu importe l'outil, il faut que vous preniez une décision. Nous, on propose systématiquement à nos clients un outil qu'on aime bien, qui est un outil SaaS qui permet à tout le monde d'être impliqué, qui permet de déposer les documents, qui permet de gérer les tâches, qui permet de gérer les risques, etc. On propose cet outil, mais on n'est pas si jamais cet outil ne convient pas parce qu'il n'est pas accessible, il faut des choses à vérifier, parce qu'il ne correspond pas à un certain nombre de sécurités, parce qu'il n'est pas… on a pris un outil qui est basé en Europe, mais qui n'est pas basé en France, parfois ça peut poser problème. Il faut mettre en place quelque chose, ça peut être un SharePoint, ça peut être n'importe quoi, mais il faut faire en sorte que cet outil soit utilisé, soit partagé et soit accessible par tout le monde. Point très important. C'est très, très pragmatique comme sujet, mais c'est un point, ça fait partie des points importants. Si vous avez des questions ou si vous avez un retour d'expérience sur des erreurs que vous n'avez pas commises ou commises d'ailleurs, et sur lesquelles n'hésitez pas à partager auprès de tout le monde, ça peut forcément être très intéressant. Il nous reste 5 petites minutes. J'espère en tout cas que
les éléments qu'on a partagés avec vous ont pu vous aider. Comme on le disait au début, on a dû faire un choix sur les points qu'on voulait mettre en avant. On fera peut-être une deuxième, ouais, une deuxième édition avec les 10 autres. Donc voilà, on a essayé de donner des clés. Donc après, c'est pas voilà, il n'y a pas de règles non plus. C'est-à-dire que c'est pour sécuriser un maximum le planning. Maintenant, il y a toujours des événements parfois connexes. Alors certes, tu parlais du Covid. Donc ça, c'est très particulier en l'occurrence. On n'a pas trop de solutions par rapport à ça. C'est ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à poser des questions maintenant ou même plus tard. S'il y a des sujets que vous souhaitez aussi approfondir, on sera content de les regarder et puis de revenir vers vous là-dessus. Tout à fait. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Si vous avez de toute façon la moindre question après ce webinaire, n'hésitez pas à contacter soit Nathalie, soit moi-même. Vous allez nous coordonner sur le webinaire. Le support qu'on a diffusé est disponible, si je ne dis pas de bêtises, au téléchargement. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, à en profiter pour revenir dessus. Si vous avez à nouveau des questions dessus, on est à votre disposition. On vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. On l'a fait avec beaucoup de plaisir et on pense que le sujet était très intéressant à traiter. On espère vous avoir apporté des réponses. On vous souhaite un très bel été puisque le temps n'est pas encore là, en tout cas sur Paris, mais la période se rapproche. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire à la rentrée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir.